Alors bonjour à tous. Bienvenue pour ce cinquième webinaire de notre hackathon Aptazone. Comme d'habitude, un petit point d'actualité sur le hackathon. Tout d'abord, la semaine dernière, nous avons eu la chance, sous un beau soleil, de faire notre déambulation au sein du biopôle de Colmar. Donc, nous avons pu rencontrer différents acteurs importants de la zone, tels que l'INRAE, Ritmo, encore le laboratoire Vigne Biotechnologie Environnement. Donc, ça nous a permis vraiment de voir l'ensemble de la zone, de nous imprégner de son environnement. Donc, merci aux participants qui étaient présents. J'espère que cela vous a vraiment pu vous ouvrir les yeux et vous donner des idées sur des futurs projets. Et en parlant de projets, je vais vous faire un petit récapitulatif des différents projets que nous avons en ce moment sur notre plateforme Voodoo. Donc, nous avons deux projets pour l'instant sur le biopôle. Un projet qui est plus sur repenser les espaces publics au sein du biopôle et un autre portant vraiment sur comment faire du biopôle une zone à mission. Donc, on a souvent des entreprises à mission et là, passer sur une zone d'activité à mission. Et d'un autre côté, sur le parc d'activité du RID, deux autres projets. Donc, un projet qui comporte les différentes zones situées aux alentours du parc du RID pour comment décarboner, comment essayer de favoriser cette décarbonation à l'aide d'outils d'écologie industrielle et territoriale. On va également revoir avec Justine. Et également un autre projet sur comment rendre cette zone, comment faire du bien-être, comment donner à l'usager et aux riverains vraiment l'entièreté de cette zone, comment ils peuvent se l'approprier. Bien entendu, nous avons aussi d'autres projets qui ne sont pas encore présents sur la zone, mais qui sont en préparation, notamment par exemple avec Seru et Brownfield, qui travailleraient sur de la renaturation, vraiment, de la biodiversité au sein du parc du RID. La type également interviendrait sur un projet sur les services aux entreprises au sein du parc du RID, et également mobilité demain, sur tout ce qui sera thématique de la mobilité. Et Sébastien, tu voulais également nous faire une petite précision par rapport au projet. Je te laisse la main. Oui, bonjour à tous. Donc, on rentre là en phase, je dirais, pas opérationnelle, puisqu'on est déjà en opérationnel, mais on se rapproche tout doucement hein, du sprint. Hein, ça va arriver assez vite maintenant. On a encore aussi, notamment, je crois que la DDT 67 doit nous porter un projet. On est en cours de travail avec eux. Euh, Effectivement, une petite précision. Hein, donc, vous avez des porteurs de projets et en général, il n'y a pas trop de soucis pour que des personnes se joignent au projet. Hein. C'est vrai qu'on a parfois des petites réticences en disant ah mais comment je peux porter un projet? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire entre deux? Donc juste pour préciser qu'effectivement on est dans un hackathon. Le rendu du projet, évidemment, ça a déjà été dit, mais c'est toujours mieux quand on le reprécise. Ce qu'on va vous demander sur la journée et puis la présentation d'une matinée, c'est évidemment pas le travail d'un bureau d'études. On est sur, je dirais, un travail d'une journée, un travail de défrichage, un travail de conception, d'idées nouvelles, créatives, pourquoi pas détonnantes, qui va encore une fois vraiment alimenter des études qui vont se dérouler sur plus d'une année sur les deux parcs. Donc on ne peut pas comparer, je dirais, un hackathon avec une journée de travail et puis une étude plus longue. Donc, ne soyez pas effrayés en disant, mais qu'est-ce que je vais présenter? Est-ce que je vais présenter une maquette, de la 3D, etc. Non, non, pas du tout. Soyez assez libre sur la forme, sur les idées. N'ayez pas peur de porter un projet. Euh, Certaines équipes vont commencer tout doucement à travailler un tout petit peu avant le sprint. D'autres vont se dire, ben, je vais juste réunir mon équipe, leur parler, et puis on va travailler une journée pendant le sprint. Ça, c'est tout à fait libre. Donc, n'ayez pas peur de la charge de travail. L'important, c'est les idées. C'est la façon dont vous allez amener des concepts nouveaux, différents ou détonnants. Et c'est des discussions qu'on a pu avoir avec certains porteurs de projets. On voulait vraiment préciser parce que c'est normal, on est à la fois
en Alsace, on est à la fois entouré de professionnels qui veulent toujours bien faire, et ça c'est très bien, mais n'ayez pas, je dirais, ne donnez pas une ambition démesurée, qualitative à ce que vous allez faire. Portez-vous vraiment sur les idées, les concepts. Et encore une fois, le rendu de la matinée du vendredi, compte tenu du nombre d'équipes qu'on aura, ça va être 10 minutes maximum. Donc, ce n'est pas une présentation d'une demi-heure complètement aboutie. C'est une présentation qui sera aussi assez libre. Je pense qu'il faut vraiment donner ce côté fun au hackathon. C'est ça un hackathon, c'est des idées, du partage d'idées, de la créativité. Donc, encore une fois, n'ayez absolument pas peur sur les charges de travail. On est tous forcément très chargés, mais n'ayez pas peur. Les porteurs de projets, quand on a pu discuter avec eux sur ces éléments-là, je dirais ça a pu en rassurer beaucoup. Donc, n'hésitez pas à porter un projet. C'est super, c'est top. Et puis, on est là, Pierre et moi, pour vous aider à la fois à consolider votre idée de projet et même à vous aider à l'inscrire sur la plateforme et à rédiger. Donc voilà, on est vraiment à votre appui là-dessus. Et Pierre, je te repasse la parole. Alors, merci beaucoup pour ces renseignements. Voilà, j'espère que cela vous donnera des idées, vous permettra d'être plus à l'aise également avec cette démarche. Et sans plus attendre, je vous propose de commencer. Alors, Justine, je te laisse la main. Juste activer ton micro. Ouais, j'ai des petits soucis techniques. Normalement, là, vous voyez mon écran? Ou peut-être Oui, pas. tout à fait, C'est bon. tout à fait, c'est bon. Ah, c'est tout bon, ok, parfait. Alors, je ne vous vois plus du tout, donc n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, Justine Claude, je suis chargée de projet économie circulaire chez Initiative Durable. On est une association basée à côté de Strasbourg, à Schiltigheim. On a à la fois un réseau d'acteurs engagés sur tout le Grand Est, donc on a 200 membres environ. Et puis à la fois on a d'autres secteurs d'activité, dont mon pôle qui porte l'écologie industrielle et territoriale, et plus largement l'économie circulaire. Donc là, je vais essayer de vous introduire assez simplement qu'est-ce que l'économie circulaire, même si je pense que vous avez déjà des bases. Mais n'hésitez pas, encore une fois, à poser toutes les questions que vous aurez. Il me semble que les questions, c'est plutôt à la fin de la présentation, c'est ça, Pierre? C'est ça, oui. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Pas de questions bêtes. Et si je vais trop vite, n'hésitez pas également à m'arrêter. Donc, l'économie circulaire, la définition que je vais vous présenter là, c'est la définition de l'ADEME. Mais après, suivant le pays dans lequel on est, il y a différents nombres de piliers, etc. Mais on va rester focus sur la France et sur la définition de l'ADEME. Donc, il y a bien 7 piliers de l'économie circulaire. Et moi, je ferai un focus sur l'écologie industrielle territoriale. Avant, je vais juste vous présenter un peu plus largement les 6 autres piliers. Donc, il y a les achats durables, sur lesquels, en fait, tous les acteurs ont une action, puisque achat durable, ça peut être l'approvisionnement des entreprises, mais ça peut aussi être comment on sensibilise les citoyens à mieux revoir leur consommation. Ça peut être au niveau des marchés publics pour les collectivités. Voilà. Éco-conception, c'est comment je conçois un produit qui est moins impactant pour l'environnement, donc au travers de ces matières. Est-ce que c'est des matières qui sont locales? Est-ce que c'est des matières qui sont biosourcées? Est-ce que c'est du recyclé? Mais c'est également la fin de vie du produit, c'est comment je m'assure que mon produit, il va être réparable ou alors qu'il va être facilement recyclable et qui va durer dans le temps. Je saute l'écologie industrielle territoriale parce que je fais un focus juste. Donc, l'économie de la fonctionnalité, c'est comment je fais en sorte de revoir la totalité de mon secteur économique. Et donc, comment je fais en sorte que peut-être le bien que je vais produire, il va être moins impactant pour l'environnement, mais peut-être je vais aller vers un service
où je vais revoir mon modèle économique complet. Là, je prends ce pilier-là avec des pincettes parce que je fais une dédicace à une collègue qui est dans la salle et qui saura certainement mieux répondre à cette question. Donc, en cas de question sur ce sujet-là, je lui tendrai la main si elle est d'accord. Ensuite, on a la consommation responsable qui est plutôt niveau citoyen et consommateur. Comment je fais pour revoir ce que j'achète? Est-ce que j'achète plus local? Est-ce que j'achète du vrac, par exemple? Comment je revois les contenants dans lesquels j'achète? Voilà. Et puis, c'est aussi la sobriété. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter? Ce que j'achète, j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est pas quelque chose qui doit être plus performant que j'achète? C'est toute cette dynamique-là autour de la consommation responsable. L'allongement de durée d'usage, c'est tout ce qui est autour de la réparation, du réemploi, de la réutilisation. Donc, mon bien, je peux peut-être le réparer avant d'en racheter un nouveau. Comment cet objet-là qui ne me sert plus, je peux plutôt le réemployer à un autre usage plutôt que le jeter, des choses comme ça. Et enfin, il y a le pilier recyclage que j'espère vous connaissez tous et que je ne rentrerai pas dans le détail. Donc, pour l'écologie industrielle territoriale, qu'est-ce que c'est? Pour un point de vue vraiment, on va dire, scientifique, l'écologie, c'est l'étude scientifique des écosystèmes naturels et industriels, c'est l'ensemble des activités humaines dans la société technologique moderne. C'est important d'insister sur le fait que industriel, en fait, c'est pas uniquement les industries dans l'écologie industrielle territoriale. Malheureusement, en fait, c'est une mauvaise traduction de l'anglais qui a fait que en français, on dit écologie industrielle. Mais par exemple, des choses sont possibles sur un bourg-centre, et là, on ne parle pas d'industrie lourde, mais bien de commerçants, etc. Donc, je fais juste ce point d'attention-là parce que l'écologie industrielle territoriale, souvent, ça arrive que les PME disent « Ah, bah là, ça ne me concerne pas », alors que si, en fait, tout le monde peut en faire, même les citoyens, à leur échelle de quartier, peuvent faire de l'écologie industrielle. Donc, c'est bien comment je fais pour, à l'échelle d'un écosystème, mutualiser des choses, faire des synergies. Donc là, il y a des définitions qui sont un peu plus plus compréhensibles. Donc, le ministère de la Transition écologique mentionne que c'est la mise en commun volontaire de ressources par des acteurs économiques d'un territoire en vue de les économiser et d'en améliorer la productivité. Moi, ma définition de l'écologie industrielle territoriale la plus simple que je trouve, c'est comment je fais pour que les ressources inexploitées des uns puissent devenir des ressources primaires pour d'autres. Et donc, normalement, j'ai un exemple juste après, donc je rentrerai dans le détail, mais c'est comment je fais en sorte pour que un bien qui n'est plus utile pour un puisse servir à quelqu'un d'autre. Et quand je parle de ressources, ça c'est aussi un point qu'il ne faut pas que j'oublie de vous mentionner. Il faut bien prendre en compte que ressources, c'est un mot c'est pour ça que je ne mentionne pas le mot déchet, parce que souvent on dit « Ah, certains récupèrent les déchets des uns pour les autres ». C'est plutôt de la ressource puisque ça peut être à la fois des déchets, bien sûr, mais ça peut être également des flux de chaleur, ça peut être de l'électricité, ça peut être des flux d'eau, de la RH, donc par exemple mutualiser un poste. Ça peut être des équipements également, une salle de réunion, ça peut être des vidéoprojecteurs, des Manitou, pour ne pas citer la marque, des transpalettes, des choses comme ça. J'ai rajouté cette slide parce que au niveau de vos projets, je pense que c'est assez intéressant en fonction de quelle cible on est, savoir pourquoi c'est intéressant de faire de l'écologie industrielle territoriale. Donc EIT, c'est bien pour écologie industrielle territoriale. Donc il y a un intérêt bien sûr pour les entreprises. Ça permet de connaître ses voisins. Souvent, quand on organise des événements, ils découvrent et puis c'est intéressant. Ça permet de mutualiser des solutions, par exemple l'achat mutualisé de bornes électriques ou ça peut être, je sais pas, l'achat mutualisé de services de collecte des déchets.
Le fait de faire des choses ensemble, on peut avoir une plus grande force de frappe pour négocier les tarifs. Donc, ça permet des économies financières. Donc, à la fois vers la mutualisation, mais aussi si, par exemple, une grosse partie des déchets sont repris par une autre entreprise, par exemple, ça évite d'envoyer au DIB. Donc, il y a des économies financières qui se font. Les DIB, c'est les déchets industriels banaux. Donc, en fait, c'est le plus gros coût au niveau déchets, c'est les DIB en général. Ça permet bien sûr d'améliorer son impact environnemental, d'avoir une image plus vertueuse à la fois vis-à-vis des clients, mais aussi vis-à-vis des nouveaux salariés, puisque je pense que chaque entreprise pourra vous dire qu'actuellement, au niveau du recrutement, quand on est une industrie un peu lourde, on n'a pas toujours une image vertueuse. Le fait d'entrer dans ces processus-là et de les mettre en avant, de communiquer dessus, eh bien, ça permet aux nouveaux salariés ou aux personnes qui postulent de dire, ah ben en fait, on contribue à améliorer ou en tout cas à réduire autant que possible son impact environnemental, même en produisant des choses, en produisant des choses tout simplement. Et puis, ça permet aussi de maintenir la richesse au niveau local, de maintenir les matières premières plus localement. Donc ça, c'est plutôt l'intérêt pour les entreprises. L'intérêt pour les associations d'entreprises ou les gestionnaires de zones d'activité, c'est que ça permet d'améliorer la coopération et la confiance avec les entreprises. L'attractivité de la zone, bien sûr, la zone est beaucoup plus attractive puisque les entreprises vont se dire, ah, il y a des avantages, on connaît ses voisins, il y a des mutualisations possibles, donc je vais peut-être plutôt m'implanter dans cette zone-là plutôt qu'une autre. Et puis, ça favorise effectivement la dynamique locale. Et enfin, l'intérêt pour les collectivités et les élus, puisque en fait, souvent, l'écologie industrielle territoriale, c'est mal compris. Et donc, c'est toujours intéressant de pouvoir convaincre aussi les élus qui souvent portent finalement certaines zones d'activité dans leurs compétences de collectivité. Et donc, ça permet de maintenir l'emploi local. Parce que, par exemple, un poste qui est saisonnier, peut-être qu'on peut le garder plus longtemps en mutualisant avec 2 entreprises. Ça permet l'ancrage local des entreprises. Ça favorise l'attractivité, comme on l'a dit précédemment. Et puis, c'est une porte d'entrée à communiquer auprès des entreprises toutes les notions de transition écologique que les collectivités peuvent porter au travers de différents dispositifs qui sont déjà rien que tous leurs services collecte et valorisation des déchets. Parfois, ça peut être intéressant de communiquer vers les entreprises pour réduire les apports des déchetteries ou les choses comme ça. Mais c'est aussi au travers du plan climat et toutes les stratégies de zéro artificialisation et construction de zones d'activité, etc. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de travailler l'écologie industrielle territoriale. Là, c'est un exemple. Pierre, faut me dire si je suis trop longue, sinon j'accélère. Là, maintenant, on est vraiment parti sur la partie plus exemple. Donc, c'est par exemple une entreprise qui est une papeterie qui, pour sécher son papier, va produire de la chaleur. Cette chaleur-là, elle va être récupérée dans un réseau de chaleur. Donc, à la place que ce soit envoyé aux petits oiseaux, en fait, on récupère cette chaleur pour qu'elle soit mise dans des réseaux, ce qui soit à la fois vont vers des entreprises du territoire, mais peuvent très bien aussi aller sur des quartiers du territoire. Elles peuvent très bien aussi alimenter, en tout cas sur Strasbourg, par exemple, cet exemple est vraiment un exemple concret puisqu'on parle de la papeterie Blue Pepper qui récupère sa chaleur, qui est envoyée à 2 entreprises du portuaire, à un quartier complet de Strasbourg et puis à une clinique également. L'ensemble des entreprises et des habitants de l'Eurométropole sont collectés sur leur papier carton et ces papiers cartons-là retournent à la papeterie pour faire de la matière première secondaire. Donc là, on voit qu'il y a bien un cercle vertueux au niveau des ressources. Et puis, toutes les matières plastiques servent également à alimenter une deuxième chaudière, une chaudière CSR. Et donc, elle est alimentée notamment par les matières plastiques. Voilà.
Je vais faire un focus vraiment concret sur la démarche d'écologie industrielle territoriale qui se tient sur les ports de Strasbourg. Donc là, vous voyez, il y a tous les secteurs d'activité divers et variés. On est bien sur la zone portuaire de Strasbourg. Vous avez la cathédrale juste à gauche de votre écran. Et donc, on a un petit peu, là, ces slides-là, je les passe rapidement, mais c'est pour que vous voyez que, en fait, toutes les ressources qui peuvent être mutualisées sont très diverses et variées. On a à la fois de la RH, on a des déchets métalliques, de la réparation de palettes, de la mutualisation d'achat de bornes électriques, un travail sur les cendres, un travail sur les dos des étiquettes, les glacis, voilà, la solarisation, réseau de chaleur, des choses comme ça. Et puis là, vous avez finalement le principe d'écosystème. Donc, tous les A, B, C, D, E sont des entreprises de la démarche et qui mutualisent des différentes flux et ressources, comme on en parlait précédemment, entre elles. Donc là, cette slide, elle est assez intéressante parce qu'on voit que chaque entreprise sur un territoire est liée par le fait qu'elle s'échange des matières ou des ressources. Et voilà, j'aime bien cette slide parce qu'elle représente bien l'écologie industrielle territoriale. Ensuite, on parlait d'économie financière, etc. En fait, là, je ne fais que illustrer ce que je vous ai présenté avant pour les avantages. C'est qu'on parle bien d'économie financière. Donc, c'est sûr que par rapport à certains chiffres d'affaires d'entreprise, ça peut paraître dérisoire, mais c'est un début. On avance pas à pas. Donc voilà, il y a des économies financières, il y a des tonnes équivalent CO2 évitées également, puisque les matières, au lieu d'aller par exemple à l'incinération, elles sont, enfin à l'incinération, à la valorisation énergétique en amont, elles sont réutilisées. Et ça, c'est le principe que vous connaissez certainement tous, qui est de faire de la sobriété et donc le triangle, alors j'ai perdu son nom, mais en tout cas, c'est faire en sorte de réutiliser ou de réemployer avant de recycler, avant même d'incinérer et avant même encore d'enfouir. Voilà. Et donc, on a bien des tonnes équivalent CO2 qui sont aussi des intérêts pour les entreprises avec les volontés du ministère de réduire les tonnes équivalent CO2. Donc, on a des tonnes de déchets valorisés et puis des mètres cubes de biométhane valorisés également. Et ensuite, ce qui est assez intéressant et que je voulais également vous mettre en avant, c'est la partie satisfaction des entreprises et intérêts et qui sont finalement jamais vraiment comptabilisés. Nous, en fin de séance, quand on travaille avec les entreprises, on leur demande tout le temps un ROTI. Donc, voilà, on appelle ça un ROTI, c'est pour Return of Time Invested. C'est est-ce que j'ai perdu mon temps pendant ces réunions-là ou est-ce que ça m'a fait gagner du temps? 5, ça m'a fait gagner du temps. 1, ça m'a fait perdre du temps. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur une moyenne de 4, qui est quand même une satisfaction générale des entreprises. C'est important pour nous de le savoir, ça, parce que quand on a une note un peu inférieure, c'est peut-être juste que le sujet n'est pas d'intérêt ou alors qu'il y a la façon d'aborder n'a pas été bonne et donc on se réinterroge à chaque fois. Et voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup, Justine, pour cette présentation complète avec des beaux exemples vraiment locaux sur nos territoires. Alors, je vous en prie, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à me faire signe pour que je vous laisse la main et que je vous active votre micro. J'avais une petite question, Justine. Est-ce qu'aujourd'hui, sur l'EIT, vous pensez que ça doit être vraiment concentré sur une zone d'activité ou est-ce qu'on peut imaginer ça en interzone? Est-ce qu'il y a une limite, je dirais, de distance où ça commence à être un petit peu plus compliqué? Oui, l'écologie industrielle territoriale, c'est variable en fait en fonction des territoires. Là, sur la zone de Strasbourg, ça a du sens que ce soit condensé sur le port de Strasbourg parce qu'on parle de 400 entreprises présentes qui sont quand même aussi des gros, donc ils ont pas mal de flux. Mais l'écologie industrielle territoriale, c'est aussi possible sur des zones rurales. C'est un peu le principe que fait le réseau Action avec tous ces industriels. C'est sur une plus grande zone, largement plus grande zone,
mais parce que ça a du sens qu'elles co-travaillent ensemble, ça a du sens que ce soit sur une zone plus large. Ça, l'écologie industrielle territoriale, c'est sûr que mettre des notions de IT dans la création des zones d'activité, c'est primordial, je pense, à l'heure actuelle. Donc ça, c'est très intéressant de le faire. À la conception, c'est super parce que on peut mutualiser des parkings, par exemple, qui sont souvent liés à la zéro artificialisation. Les parkings, ils sont jamais trop utilisés. Donc il y a ça. Il y a aussi, par exemple, la collecte des déchets pour éviter qu'il y ait 4 prestataires qui viennent et que ce soit euh, que ça fasse plus de tonnes équivalent CO2 émis. Donc, à l'échelle d'une zone d'activité, il y a 2, 3 choses qui peuvent se faire vraiment purement sur la zone. Mais ensuite, il y a peut-être des choses qui ont de la pertinence d'être plus largement faites. Et c'est ce qu'on fait notamment sur Strasbourg. On a les ports de Strasbourg. Mais en fait, il y a souvent des actions qui sont élargies aux 2 autres démarches qui existent sur l'Eurométropole. Et donc là, on fait une action à l'échelle de tout l'Eurométropole. Donc, en fait, c'est variable en fonction du sujet, je dirais. Merci Justine. On a une question de Vincent. J'autorise le micro, Vincent. Hein. Oui, merci Pierre. Oui, j'avais une petite question. Est-ce qu'avec l'arrivée de la directive CSRD, vous sentez au niveau d'initiatives durables et sur les questions que vous traitez en particulier, un regain d'intérêt déjà des grandes entreprises, de toutes les entreprises en général? Oui, et même avant ça, hein. Moi, ça fait du coup 4 ans que je suis chez Initiative Durable. Et déjà, ça fait à peu près 2 ans qu'on a plusieurs entreprises qui viennent nous voir pour nous dire qu'elles sont intéressées par ces sujets. Parce que vous avez raison, en fait, on ne reste pas uniquement focalisé sur l'écologie industrielle territoriale. On fait plus largement de la RSE. Et donc, ces sujets-là sont vraiment de plus en plus, enfin, présentent de plus en plus d'intérêt de la part des entreprises, aussi parce que la réglementation commence à pousser, oui. Merci. Est-ce que vous faites quelque chose de plus spécifique sur l'eau? Oui, alors on s'interroge justement sur l'eau depuis l'année dernière. Et donc, c'est un sujet qu'on commence à prendre à bras le corps. On a eu une première réunion avec nos industriels, industriels et entreprises sur la zone portuaire. Et donc, il s'est avéré que c'était la partie plus, à ce stade, quantitatif qui les interrogeait plutôt que qualitatif. Mais en tout cas, c'est un sujet qui va être très clairement abordé au regard des diverses sécheresses qui ont lieu et des arrêtés préfectoraux qui imposent de réduire les, le pompage. Effectivement. Merci, c'est intéressant. Merci. On a une question également de Denis Rédinger. Donc, Initiative durable a bien entendu piloté la mise en place de l'écologie industrielle et territoriale du port autonome. Est-ce qu'il y a eu également d'autres acteurs qui ont participé? Pour la mise en place de la démarche, Alors, oui, j'imagine que c'est ça, Monsieur oui. Rédinger, vous me confirmez, hein. Oui, alors Initiative Durable sur la démarche des ports de Strasbourg, on est animateur et partenaire depuis 2013. Ça fait maintenant 11 ans qu'elle existe, cette démarche. Bien sûr, heureusement, on avait des partenaires, il y avait des partenaires locaux, donc il y avait à la fois une volonté des entreprises de développer ces mutualisations et synergies. Mais il y a eu un très grand soutien financier au départ des ports de Strasbourg et également de l'Eurométropole de Strasbourg. Ensuite, on a eu un soutien à la deuxième phase de développement de la démarche de la part de l'ADEME Région qui a duré, de Climaction, qui a duré 2 ans. Et ensuite, on a pérennisé la démarche. Donc, on est une des démarches pérennisées au national par l'adhésion des entreprises et de la poursuite du soutien de la part des ports de Strasbourg et de l'Eurométropole de Strasbourg, effectivement. Et les 2 autres démarches qui se tiennent au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg, donc au niveau de l'Arc Nord et de la Plaine des Bouchers, ces 2 démarches-là sont pour l'instant soutenues par un marché de la part de l'Eurométropole. Donc l'animation, elle est vraiment financée par l'Eurométropole. Merci pour cette réponse.
Alors, est-ce qu'on a encore d'autres questions? Et si vous avez des questions complémentaires qui vous viennent après ou besoin d'échanger un peu plus, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mes coordonnées dans les slides. Je suppose que Pierre, tu les feras passer. Oui, totalement. Les slides ainsi que le replay seront postés sur la plateforme Voodoo. Donc, n'hésitez pas à les consulter à la suite. Écoutez, je pense que Justine, c'était très clair. On n'a pas d'autres questions. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Et je vous propose de... Parfait. Ouais, je vous en Bonjour à prie. tous, donc Julien Dubreuil de Brownfields. Je suis directeur de programme à l'agence de Strasbourg. Je travaille avec Géraldine qui vous a déjà fait une petite présentation. Donc je ne vais pas vous représenter la société Brownfields. Aujourd'hui, moi je vais vous parler de l'écoparc des Trois Pays, qui est une opération d'aménagement que nous sommes en train de réaliser actuellement sur la commune de Huningue. Au sein de l'agglomération de Saint-Louis. Et à nouveau, hop, voilà. Donc on se situe au pays des trois frontières, entre la France, la Suisse et l'Allemagne. On est dans la région du Rhin supérieur, qui est le berceau historique de l'industrie pharmaceutique en Europe. Et on est même au cœur du sujet, puisqu'on parle d'une friche qui se trouve à proximité directe du site de Novartis, avec des voisins dans le domaine de la pharmacie et des biotechnologies et de la chimie, tels que Sun Chemicals, TFL, Elanco ou encore Delpharm. C'est un site qui, jusque dans les années 30, était essentiellement agricole et qui, par la suite, a été exploité pour son sous-sol sédimentaire jusque dans les années 80. La sablière a même connu une zone d'expansion qui est supérieure au périmètre que vous voyez en rouge. Puis, elle a été comblée entre 77 et 88 par des gravats et des apports divers en matériaux. Propriété de Novartis, c'est un foncier qui a longtemps été une réserve foncière pour le laboratoire. Et depuis les années 90, trois parcs de stationnement ont été aménagés sur le front est du terrain, dont le dernier a été livré en 2022. Et la majeure partie du foncier a été laissée à l'abandon. Il est aujourd'hui couvert par une végétation invasive et quelques dépôts sauvages de détritus. Donc on a sur ce site qui fait une dizaine d'hectares 2 enjeux principaux qui sont déjà de réhabiliter une friche industrielle qui est impactée par un passif environnemental et d'ouvrir l'urbanisation du site pour permettre au tissu économique de se développer, de se renforcer, mais tout ça au sein d'un existant en gérant des connectivités, des dialogues et des échanges avec un environnement qu'on va voir par la suite qui est assez composite. Un petit mot sur la réhabilitation à proprement parler de la friche. En fait, les sols présentent en de nombreux endroits des éléments dont la concentration dépasse des critères d'acceptation en déchetterie classique. Donc, on est sur des choses qui nécessiteraient un traitement spécialisé. Ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait dans la première partie de notre exposé, c'est qu'on a potentiellement des choses qui sont éliminées en filière spécialisée, donc ça pourrait générer des volumes importants, sauf qu'avec une gestion intelligente des mouvements de terre et des activités qu'on va mettre au-dessus, et un traitement naturel, d'élimination naturelle, on peut éviter d'exporter des cubatures de terre polluées qui vont consommer du carburant pour être véhiculés, qui vont consommer de l'espace et qui vont consommer de l'énergie pour être retraités. Le projet d'aménagement, dans son ensemble, prévoit une meilleure connexion à la fois au transport en commun, mais aussi aux voiries existantes pour ce qui est des véhicules particuliers, d'anticiper une connexion future avec le Rhin et l'Allemagne, un maillage des modes doux à travers la ville et
de façon un peu prospective l'ouverture future de la voie ferrée au mode doux. Mais ça, je vais y revenir. Après, il y a un des enjeux qui est essentiel, qui est très intéressant à relever, c'est qu'on va maintenir un corridor écologique puisque sur ces 10 hectares d'aménagement, on va conserver un corridor écologique de plus de 2 hectares sur le front ouest qui va à la fois faire zone de tampon avec le tissu résidentiel qui jouxte le projet d'aménagement, qui va faire un réservoir de biodiversité, maintenir une continuité écologique avec la voie ferrée, les cheminements de la faune qu'il y a au travers de toute la commune et même de l'agglomération de Saint-Louis, sans parler du fait que ça offre aussi un cadre de vie qui est qualitatif pour les futurs usagers du parc et de manière générale pour le voisinage. Voilà un plan en masse très indicatif des lots tel qu'il a été imaginé, qui vous donne une idée de l'ambition de l'écoparc, avec le périmètre du corridor écologique sur l'ouest dont je vous parlais, et donc une fois qu'on a sur le front est établi une voirie de desserte de l'ensemble du site, il va nous rester un petit peu plus de 6 hectares qui sont à construire, qu'on a divisé en 5 macro-lots qui sont ouverts aux modifications en fonction de la commercialisation. Avec une particularité, c'est que en vertu du tissu économique existant et d'une certaine volonté de cohérence qui est notamment partagée avec la collectivité, on a souhaité que cet aménagement ait une programmation à dominante life science, avec l'accueil d'activités de recherche et développement, de biotechnologie, de conditionnement et d'expédition de produits pharmaceutiques, de sociétés qui travaillent en contrat avec les big pharma, de formation en cohérence, de formation en relation avec le voisinage, et de services aussi qui n'existent peut-être pas encore dans le voisinage. Et quand je dis peut-être, depuis qu'on a mené les premières études, on sait qu'il y a une vraie demande, et ces services, ils vont venir rencontrer une réelle attente déjà des existants. On a travaillé sur une séquence programmatique avec, à l'entrée nord du site, un premier lot qui est en léger surplomb sur le reste du site et qui va accueillir le bâtiment qui aura le plus de hauteur. On va développer entre 6 et 7 000 m² de bâtiments en R+4, qui a une vocation mixte. Ça va être le pôle de service dont je parlais à l'instant, service et formation. C'est un bâtiment qui va être ce que j'appelle des volumes capables, c'est-à-dire qu'on a une flexibilité d'usage avec la possibilité d'accueillir des startups et des entreprises qui ont des besoins mixtes pour avoir à la fois des bureaux, leurs sièges sociaux, mais aussi des espaces de laboratoire. Donc on a des plateaux qui peuvent être recombinés à la demande, que ce soit en bureau, en labo ou les deux, et en fonction des allées et venues des entreprises qui auront plutôt des profils de start-up ou des entreprises en développement, sur un socle serviciel qui accueillera de la restauration, des salles de conférence et également une offre de formation pour venir former à la fois de la formation initiale pour des jeunes qui se forment à destination des milieux du médical, de la life science et de la pharmaceutique, mais aussi de la formation professionnelle, puisqu'on sait déjà que de nombreux instituts de formation qui interviennent auprès des acteurs déjà implantés sont demandeurs d'outils, de plateaux techniques pour venir proposer cette formation à proximité de leurs clients. Et l'esprit campus, dont je vais vous parler plus longuement par la suite, donc qui va se développer sur les lots suivants. Ils sont des lots qui peuvent être redécoupés ou réunis en fonction des besoins, avec les énergies et viabilité qui sont assurées dans le cadre du projet d'aménagement, avec un cadre de travail qualitatif, avec une nature omniprésente du fait de ce corridor écologique, mais aussi d'espaces verts, de nos paysagères, de pistes cyclables, et d'un système de découpage des lots qui donne une part très importante au mode de transport doux et à la présence de l'environnement. Encore une fois, je vais y revenir un peu plus en détail. Le planning global de l'opération, pour vous donner une idée où on se situe aujourd'hui, nous, on a un permis d'aménager qui a été obtenu au mois de juin dernier.
on arrive au bout d'une grosse phase de recueil des besoins en surface et services auprès des preneurs, que ce soit en locatif ou en propre, pour dimensionner un petit peu la façon dont va s'aménager le parc. Et on est en train de déposer les premiers permis de construire qui vont être déposés là dans les jours, les semaines qui viennent. Et parallèlement à ça, les travaux d'aménagement pour la viabilité du site ont commencé. Ils ont commencé la semaine dernière. Là, on est en train de mettre en place notre voirie et nos énergies et nos viabilités, avec un objectif de démarrer les travaux des premiers permis de construire au début de l'année prochaine. Alors, je vous ai parlé de l'esprit campus qui va animer ce lieu, qui s'inscrit de façon plus générale dans un territoire. Il faut savoir que depuis 2011, les villes de Weilheim-Rhein, de Bâle, de Huningue et de Saint-Louis travaillent à un but commun qui est de développer un quartier transfrontalier. Le site de la Sablière, il est donc recomposé dans un ensemble paysager plus large entre la ZAC du Canal, qui est au nord, et le pôle sportif qui se trouve au sud, et qui préfigure l'aménagement d'un campus innovant, à l'image des campus d'activité et de recherche, qui s'insère dans un plan de composition paysagère généreux et tourné vers les modes doux, puisqu'on voit que dans le plan guide Dryland, à l'origine, il était imaginé un parc urbain à cet endroit-là, et l'idée, c'est de maintenir cette composante urbaine connectée, accessible, traversante, d'autant qu'il y a une perméabilité qui a retrouvé à cet endroit. Je l'ai dit tout à l'heure, le contexte urbain et paysager, il est composite. On trouve des lotissements, des jardins potagers, des équipements sportifs, la voie ferroviaire, et particulièrement cette grande zone d'activité qui est cloisonnée et qui est en déprise en fait, avec son environnement urbain. Malgré une proximité relative avec le Rhin, on est à 600 mètres du Rhin pour vous donner l'échelle, les perméabilités sur l'ensemble du quartier, elles sont limitées. Et donc cet aménagement, c'est l'occasion de rétablir cette perméabilité en gardant des passages qui vont traverser, qui vont ouvrir la zone sur ses environnants et permettre de rendre cette connectivité est-ouest. Pour ça, dans l'idée, c'est que notre front urbain se fasse vraiment en retrait, que le front bâti respecte des reculs qui sont quand même assez conséquents. Sur la voie principale, on parle de 10 mètres, et par rapport à nos traversantes qu'on va garder en espace commun, on va garder 20 mètres de recul, ce qui va donner une mise en avant par rapport à un front bâti, un front urbain qui va être en retrait. Ce qui va être mis en avant, c'est le côté environnement, où on va tirer parti de ce corridor écologique qui va donner une qualité paysagère et qui va pouvoir être traversé finalement comme le parc urbain qui était préfiguré dans le plan directeur de Dryland, se continuer au travers de nos lots qui, au lieu de créer une zone fermée sur elle-même, va être ouverte, et donc mécaniquement être ouverte aussi à l'intérieur. Les lots privatifs vont être ouverts les uns sur les autres, puisqu'ils seront déjà ouverts et en prise avec le quartier, avec les quartiers autour. Donc là, vous avez un plan masse là, vu depuis l'est vers l'ouest, qui vous donne une idée un petit peu de l'ampleur de ces traversées et qui montre que en traversant notre zone comme ça, on évite de donner la lecture d'un ensemble fermé, indépendant, et que les communications, elles se font autant vers l'extérieur que de façon endogène à l'intérieur de la zone. Ces espaces publics, ils ont pour rôle de créer des échappées visuelles, des transversales à l'échelle du quartier, de connecter les tissus environnements et de fédérer en fait ces éléments composites urbains et paysagers. Comme ils sont essentiellement liés à une mobilité douce, le traitement va favoriser des matériaux perméables, des accotements largement paysagers, et ces accotements, ils vont être compris dans les lots privés. Donc, la perméabilité,
la porosité va se lire aussi sur le fait que les enjeux paysagers, écologiques, se traduiront aussi dans les espaces privatifs. Le projet, il se veut responsable et durable. Tous les matériaux végétaux, les textures, les couleurs s'uniront pour créer des lieux d'itinérance qui vont être intégrés dans leur environnement, qui vont être durables dans leur fonctionnement. Et l'ensemble sera étudié dans le respect d'une démarche environnementale, évidemment. Je vais vous montrer un petit peu une préfiguration vidéo aussi de notre ambition sur le quartier. Hop, si j'y arrive, encore une fois. Hop. Normalement, il y avait un peu de son, mais je ne sais pas pourquoi il le joue pas. Voilà. J'espère que j'ai été clair dans ce que je voulais passer comme message. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Julien. Très bonne zone à en devenir. C'est cette vidéo à la fin, voilà, très, très explicative de ce que vous avez pu nous raconter. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Ah oui, on va pouvoir passer aux questions. Alors, Sébastien qui nous écrit dans le chat. Est-ce que vous avez dû mettre en place des compensations environnementales? Et si oui, est-ce que le corridor écologique qui y répond? Ou est-ce que vous avez dû réaliser autre chose? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la végétation qui est sur le site était de très faible valeur environnementale, puisque on parle vraiment d'un dépôt de matériaux anthropiques sur lequel se sont développés des ronces, des acacias et des espèces invasives. Donc, c'est vraiment pas terrible. Ceci étant, on a choisi d'être assez ambitieux en la matière, puisque donc on conserve le corridor écologique qui va donner ce côté verdure. Mais pour les 7 hectares qui sont artificialisés, on les compense avec 7 hectares de compensation qui sont dans un environnement direct, qui sont à moins de 10 km du site, dans la forêt de la Harte, sur lesquels on recrée des réservoirs de biodiversité. Sans rentrer dans le détail, l'enjeu, c'était l'enjeu d'habitat naturel. C'est pas floristiquement, il n'y avait vraiment aucun intérêt. Donc, on a choisi, voilà, de compenser avec des plantations et du développement d'espèces beaucoup plus qualitatives environnementalement sur les 7 hectares sur lesquels on génère cette compensation, et qui surtout vont fournir un meilleur habitat pour les espèces sauvages. Pour les espèces naturelles, pardon, pour les espèces animales. Et au sein du corridor écologique, on va aussi avoir la mise en place d'habitats naturels et tout un système de surveillance qui vont permettre de participer à cette compensation. Ok, ouais. Très bien. Ouais. En plus, c'est sûr, vu les anciens arbustes, acacias sur place, compliqué de faire quelque chose, on le comprend bien, on le comprend bien. Je continue avec une suite de la question. Donc, on a vu qu'il y a de nombreuses traversées à travers tout le site. Alors, est-ce que ça nous amène également à des points de vue et à une aération, on va dire, de l'espace?
qui vont atténuer voilà, la hauteur des bâtiments. Vous nous avez parlé sur le lot A de 4 étages. Mais est-ce que les autres bâtiments ont aussi cette même hauteur? Donc, comment Alors, ces traversées vont jouer? c'est une très bonne question. Effectivement, en fait, le lot A, lui, il est de grande hauteur parce qu'il surplombe un petit peu. Le PLU a permis la mise en place d'un DR+4 à cet endroit-là. Par contre, sur le reste, sur les lots au sud, on est sur des lots de beaucoup plus petite hauteur puisqu'on ne dépasse pas les 15 mètres. On va rester sur du R+1, sur du bâtiment plutôt beaucoup plus plat, beaucoup moins haut. On est sur quelque chose de plus étalé. Et les enjeux, effectivement, de ces traversées, c'est que vous avez vu que sur le front est, on recrée une voirie qui va être doublée, évidemment, par de la piste cyclable et de la circulation piétonne. Et les traversées, l'idée, c'est aussi d'avoir visuellement, quand on traverse la zone, d'avoir un visuel direct sur le corridor écologique et de voir par ces traversées cette zone verte qui, de toute façon, sera plus haute que les bâtiments qu'il va y avoir sur les lots sud et qui va être largement visible par les traversées paysagères. D'accord. Donc, on en oublierait presque les bâtiments alentours grâce à Alors, cette traversée. j'irai pas jusque-là. Les bâtiments, ils vont être là, mais l'idée, c'est qu'ils soient vraiment dans un écrin. Ça, c'est une des chances qu'on a. Quand bien même ce serait une végétation qui n'a pas une grande valeur écologique, c'est une végétation qui existe. Par rapport à d'autres zones où il faut attendre que la végétation pousse, essayons d'en profiter. Très bien, oui, merci. Alors, on a une autre question. Alors, quelle serait la répartition entre tertiaire et industrie? Est-ce que vous avez déjà des informations là-dessus? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que on est très très challengé par la collectivité pour accueillir des industries, comme je le disais, vraiment à dominante life science. Donc c'est pas tout à fait l'industrie qu'on a nécessairement en tête. C'est déjà une industrie particulière parce que dans le domaine de l'industrie de la life science, vous pouvez avoir du petit laboratoire qui fait moins de 1000 mètres carrés et qui produit ses cellules souches et qui les expédie vers les lieux d'expérimentation avec un conditionnement spécialisé. Aujourd'hui, on vise entre 30 et 35 000 mètres carrés de développement d'activité sur le site. La partie tertiaire, entre guillemets, elle serait principalement sur le lot A, où on développe comme je le disais, entre 6 et 7 000 mètres carrés de locaux mixtes dans lesquels on aura des bureaux, des sièges, des choses comme ça. Et on s'attend plus à avoir de la typologie d'activité, donc d'industrie, avec tous les guillemets que je peux y mettre, sur la suite. Donc, on pourrait dire, de façon grossière, mais les choses ne sont pas figées, qu'on va avoir notre pôle tertiaire de 6 à 7 000 mètres carrés pour entre 25 et 30 000 mètres carrés d'activité sur le reste du site. Ok, très bien, ouais, merci. Ces précisions. Une question encore de Thomas Chélet de Colmar Aglo. Pourriez-vous préciser le mode de fonctionnement de la maison des services? Comment sera-t-elle gérée? Quelle sera la gouvernance? Alors, la partie service, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Patriarche, qui est une agence d'architecture qui est spécialisée justement à la fois dans les bâtiments liés à la recherche, au laboratoire et au monde pharmaceutique, mais qui ont également une filiale qui s'appelle Walter, qui est spécialisée dans l'animation des lieux de service, des lieux de coworking et des lieux de coworking à forte valeur scientifique. Et en fait, donc, ils vont être locataires primaires de ce bâtiment qui va être vendu à investisseurs. Et ils vont mettre en place un animateur du lieu qui n'a pas une formation immobilière, qui a une formation universitaire scientifique. Donc, c'est-à-dire que la personne qui s'occupera de gérer les réservations de salles, les configurations de laboratoires, l'accueil des startups, l'accueil des entreprises, c'est quelqu'un qui va parler leur langage. C'est quelqu'un qui vient du milieu médical et du milieu de la science. C'est comme ça que va être géré ce lieu. Ok, oui, très bien. Très bien. Je comprends mieux, oui. Donc, quelqu'un avec de l'expérience. Avec On de est- l'expérience et un profil qui parle aux usagers. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, on continue avec une autre question de Stéphane Hugour. Alors, on a vu très grand espace, très grand corridor écologique.
et ces diagonales vertes, mais comment du coup, qui va assurer la gestion de ces lieux? La gestion des lieux, elle va être assurée par une association syndicale libre, une ASL, hein. Donc, qui n'est pas encore désignée à ce stade. Mais nous, on travaille déjà avec, voilà, avec des syndics qui ont l'habitude de s'en occuper. Et par ailleurs, elle est assujettie par arrêté préfectoral, hein. Donc, c'est pas, quand je dis assujettie, je veux le dire, à des mesures de suivi qui courent sur des dizaines d'années. Et donc, il y a des contrats qui sont passés avec des bureaux d'études environnementaux qui vont assurer ce suivi. Et donc, cette obligation va être transmise à l'ASL. Donc, l'ASL, juridiquement, sera en charge du suivi, de l'entretien de ces lieux, tant pour la partie qu'on peut imaginer le plus facilement, de curer les fossés d'infiltration, la taille des espaces verts, des choses comme ça, mais également de s'assurer qu'il y ait une continuité dans le suivi écologique, c'est-à-dire qu'il y a une surveillance des espèces d'oiseaux, de chiroptères, de hérissons, de toute la faune qui va venir s'installer dans ce corridor écologique et dans ces espaces verts. Tout ça, c'est suivi, c'est monitoré et il y a des ambitions et des objectifs à tenir en la matière de viabilité naturelle de ces sites. Et ça va être contrôlé et certifié par un bureau d'études environnementales. D'accord. Donc, si on est occupant du parc, on a obligation d'adhérer à cette ASL et de participer à la gestion du corridor. Tout à fait, ça en fait partie. Le corridor fait partie du parc, hein. Il fait partie des aménagements et tout acquéreur qui vient prendre des terrains a une quote-part du corridor. Alors, elle n'est pas identifiée, mais il a un tantième du corridor qui lui appartient. D'accord. Donc, comme demande Philippe aussi, donc c'est dans un esprit de charge de copropriété? Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Ok. Très bien. Très bien. Merci pour ces précisions. C'est vrai qu'on a un beau tour de ce futur écoparc. Est-ce qu'on a encore d'autres questions qui pourraient venir? Quelques secondes. En tout cas, ouais, Julien, merci. Merci. Je pense qu'on a vraiment pu déceler tous les détails de cette future zone qui paraît vraiment une très belle zone pour le futur, vraiment ancrée dans son territoire et aussi vraiment en lien avec son environnement externe. Donc, beau projet pour l'avenir. Sébastien, je t'en prie. Oui, je me permets une petite dernière question, notamment par rapport à la présentation de Justine. Aujourd'hui, est-ce que vous envisagez justement ce côté EIT sur un parc? Alors bien sûr, on est plus sur du scientifique, mais comment on pourrait imaginer de l'EIT sur le futur parc? Alors, on a des réflexions. On a des réflexions. On va pas se mentir. On est dans le lancement. Aujourd'hui, on sait déjà qu'on a le premier bâtiment là qui se lance. On a 2 permis de construire par ailleurs là qui sont à l'étude, qui devraient pas tarder à partir, mais on connaît pas encore tous les futurs occupants. Ceci étant, on est, comme je le disais, à proximité directe d'un tissu industriel riche, varié, et parmi lesquels il se trouve qu'il y a un acteur qui propose de la vapeur. Il y a un de nos voisins, dans son processus, il crée, voilà, une des externalités de son processus, c'est de la vapeur. Et pour reprendre un petit peu les mots qui ont été employés tout à l'heure, plutôt que de la laisser partir voir les oiseaux, il se propose de la mettre sous canalisation et de nous la mettre à disposition. Donc, ce sont des choses pour lesquelles on discute avec chacun de nos acquéreurs. Pour l'instant, ça n'a pas encore rencontré de besoin en face, mais on sait que l'offre existe. Et si à un moment, il y a un processus industriel qui a besoin de cette vapeur ou un bâtiment dont la conception du chauffage pourrait permettre de l'utiliser, on sait qu'on l'a à proximité. Donc là, on est dans cette thématique-là de l'écologie industrielle. Merci. Oui, hier, on a eu l'intervention effectivement d'un des responsables de Norske à Golbey, hein, dans les Vosges, hein,
justement, ils avaient cette question de génération de vapeur, de génération d'énergie, et ils en sont même là aujourd'hui à travailler avec un acteur qui souhaiterait récupérer les fumées de l'entreprise pour récupérer le CO2. Oui, on est. Je vois très bien qui c'est. Je vois très bien qui c'est, nous l'avons rencontré également. Voilà. Merci en tout cas pour cette présentation très apprenante. Avec plaisir. Merci beaucoup, Julien. J'ai l'impression qu'on n'a plus de questions dans le chat. Déjà, merci à tous les participants d'avoir répondu présent encore une fois. Et je vous présente faire un petit mot de fin et également la suite des festivités pour notre hackathon. Donc, la semaine prochaine, nous avons la déambulation jeudi matin au sein du parc d'activités du RID. Donc, si des personnes ne se sont pas encore inscrites, vous pouvez encore me faire un petit mail et on vous trouvera une place. Il n'y a pas de souci pour ça. Rendez-vous également le jeudi 4 avril, 9 h, pour notre dernier webinaire apprenant. Donc là, nous serons en compagnie de Total Energy et d'Agrivalor, donc sur les thématiques énergétiques. Et nous avons également le 18 avril, une date qui ne nous a pas encore été mentionnée, avec notre nouveau partenaire Namkin. Donc, nous aurons vraiment un webinaire dédié à la méthodologie des projets, donc vraiment comment passer d'une idée au projet et comment mettre l'utilisateur au centre de son projet. Donc, voilà pour les prochaines dates. Pour les prochains participants aux déambulations, je vous dis à la semaine prochaine. Pour les autres, rendez-vous le 4 avril. Bonne journée à tous et merci. Au revoir. Merci à tous. À bientôt.